Bonjour à toutes et à tous, Clémence Gariglietti, donc je suis l'animatrice du syndicat de la truite d'élevage de Bretagne, et donc je vais vous faire cette première présentation qui est davantage une présentation d'introduction pour vous faire un portrait de la pisciculture française et de ses enjeux actuels. Donc c'est une présentation qui a été élaborée en collaboration avec le CIPA, le comité interprofessionnel des produits de l'aquaculture, et Marine Levadou, sa directrice, qui malheureusement ne pouvait pas être présente ce matin. Et donc, je remercie très fortement le lycée de Bréoulou et le lycée de Guérande pour avoir organisé ces matinées techniques. Dans un premier temps, alors si ça fonctionne, c'est bon. Dans un premier temps, je vais vous présenter la structuration de la filière française et notamment comment est composé le CIPA, qui est notre interprofession telle qu'elle a été reconnue en 1998. Donc c'est vraiment une structure professionnelle qui permet de rassembler différents acteurs clés de notre filière. Donc on va retrouver les fabricants d'aliments, les producteurs, qu'ils soient en eau douce ou en eau de mer, et également des transformateurs, et notamment les transformateurs de truites au travers de l'association des transformateurs de truites. Au sein du CIPA, même si on n'est pas adhérent direct, il y a d'autres structures qui interagissent et qui mènent des réflexions communes sur l'avenir de l'aquaculture et de la pisciculture en France, et qui participent notamment à différents groupes de travaux. On retrouve la FFA, qui est la Fédération française de l'aquaculture, le SFAM, le syndicat français de l'aquaculture marine et nouvelle, et les structures nationales de la filière étang, donc Étang de France et l'AFPPE. Il y a également les syndicats régionaux, comme le STEB pour la partie Bretagne, où nous, on va avoir justement ce rôle d'interface entre les politiques locales et leur application en région, et aussi au contraire de faire remonter au niveau national des problématiques qu'on peut avoir sur nos territoires propres. Et on a donc une relation privilégiée sur le terrain avec les pisciculteurs, et donc aussi des facilités d'appropriation, donc des différentes réglementations en cours et à élaborer au fur et à mesure. Donc, un petit portrait rapide chiffré de la consommation des produits aquatiques en France et dans le monde. Donc, on considère actuellement que 53% des produits aquatiques consommés proviennent de l'aquaculture. Et en France, donc, il y a environ 34 kg de produits aquatiques consommés par an et par habitant. Sur ces 34 kg, 12% sont des poissons d'élevage. Par contre, on a une réelle dépendance en France à l'importation des produits aquatiques, puisque 94% de notre approvisionnement en produits aquatiques vient de l'importation. Donc ça pose réellement une question sur notre dépendance alimentaire aux approvisionnements d'autres pays, et aussi donc ce besoin d'autonomie et de sécuriser notre alimentation. Et c'est d'autant prégnant quand on regarde le dernier chiffre, à savoir que seulement 1,9% de la consommation des produits aquatiques en France est issue des poissons d'aquaculture français. Donc aujourd'hui, vraiment, l'un de nos enjeux, c'est de développer la production piscicole française et aquacole française pour répondre aux besoins de notre population et offrir des produits aux consommateurs. Un petit portrait chiffré également pour la pisciculture en Bretagne, et donc là c'est davantage sur un aspect production. Donc en 2020 en Bretagne, il y a eu 6200 tonnes de poissons produites, et c'est très largement représenté par la production de truites arc-en-ciel qui concerne plus de 95% de cette production. Après, on trouve d'autres espèces produites en tonnage du coup plus faible, comme des vairons, des turbos, des poissons d'étang et d'ornement comme des carpes, des gardons, ces éléments-là. Aujourd'hui, en Bretagne, il y a 26 entreprises qui produisent donc, des poissons d'élevage au travers de 41 sites piscicoles en eau douce et 5 sites piscicoles marins. L'une des richesses de la filière piscicole en Bretagne, c'est vraiment son réseau d'acteurs qui est structuré, très complémentaire et pluridisciplinaire. On va autant trouver des producteurs que des transformateurs et des transporteurs sur notre territoire, qui va vraiment se donner une force dans nos échanges et l'organisation de notre filière, et également des acteurs importants en termes d'innovation, de développement et de réflexion et de voies d'avenir pour notre filière, avec les établissements de recherche et de formation, les fabricants d'aliments et les fabricants de matériel aquacole. Donc,
pour vous faire un petit portrait de la production nationale, après avoir fait un portrait breton en premier lieu, on voit vraiment la prépondérance de la production de truites au niveau du portrait national de la production de poissons d'élevage, puisque la truite, on a produit 38 600 tonnes de truites en 2020 sur 48 000 tonnes de poissons au total. Donc on voit vraiment la part importante de la salmoniculture d'eau douce. Cette production a représenté un chiffre d'affaires de 128 millions d'euros. Alors, je suis désolée, toutes les années ne sont pas comparables. On n'a pas eu les données sur les mêmes années, mais c'est à titre indicatif. Ensuite, on va retrouver donc les productions de poissons marins, donc les bars et les dorades à titre équivalent à peu près autour de un peu plus de 2000 tonnes. Et ensuite, regrouper les maigres, les saumons, la sole et le turbo autour de 950 tonnes. Et donc, tout cela représentait un chiffre d'affaires de 40 millions et demi d'euros. Ensuite, il y a la filière esturgeon caviar, qui est un tonnage moindre, mais qui représente un chiffre d'affaires tout de même notable. Esturgeon pour 45 tonnes et demie de caviar, cela représente un chiffre d'affaires de 23 millions et demi d'euros. Et ensuite, une production tout de même notable en termes de tonnage, c'est la production des poissons d'étang. La France également produit beaucoup Pardon, excusez-moi. Donc la France est aussi reconnue pour la maîtrise et son excellence et sa performance dans la reproduction des poissons d'élevage, et on exporte beaucoup ce savoir-faire, puisque sur 254 millions d'œufs de salmonidés produits, 50% sont exportés, et c'est encore plus prégnant au niveau des poissons marins, puisque sur 116 millions d'alevins produits, 90% sont exportés. Donc pour vous faire un petit portrait rapide des espèces élevées en eau douce, donc on trouve la truite arc-en-ciel, la truite fario, l'omble de fontaine et l'omble chevalier, et d'autres espèces d'étangs. Donc les piscicultures sont implantées sur l'ensemble du territoire français, tout en devant accéder à une eau de qualité pour l'élevage. Donc on va en retrouver sur différents départements, que ce soit en montagne, en plaine ou sur le littoral. Il y a différentes structures d'élevage, ça peut être dans des plans d'eau, dans des étangs, mais aussi dans les bassins ou dans des structures dites raceway. Et par exemple, pour la truite, 2/3 des sites sont installés en dérivation des rivières, et le reste étant sur source. Donc, au vu de la proportion de la production de salmonidés en eau douce en France, c'est le produit dont je vais principalement parler. Donc, la salmoniculture en eau douce, la France aujourd'hui est le premier pays producteur en Europe pour ce produit, grâce à ces 320 entreprises qui produisent donc de la truite en eau douce au travers de 600 sites de production. Et donc, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, il y a eu 38 600 tonnes de truite produites en 2020. Et c'est essentiellement le fait de 3 grandes régions de production. 67% donc de la production de truite est issue soit de la Nouvelle-Aquitaine-Occitanie, des Hauts-de-France ou de la Bretagne. Si vous voulez trouver ici, il y a la répartition régionale qui est un peu plus détaillée. Et au niveau de la commercialisation, il y a vraiment une prépondérance de la commercialisation à destination de la consommation, un peu plus près de 70%. Ensuite, on a une part d'export notable, autour des 20%, et ensuite, donc, c'est destiné à la pêche de loisirs et au repeuplement en eau libre. Au niveau de la pisciculture marine, on va retrouver 6 principales espèces, notamment le bar et la dorade, ou dite dorade royale. Il y a également du turbo, du maigre, du saumon et de la sole. Il y a encore 10 ans en arrière, la production de bar était majoritaire, et aujourd'hui on voit qu'elle s'équilibre avec la production de dorade, autant en produits pour la consommation qu'au niveau des alevins. Et on constate également qu'il y a eu une forte baisse de la production de saumon au niveau de la pisciculture marine ces dernières années. Donc en France, on totalise 29 entreprises qui exercent donc de la pisciculture marine. Cela représente une production de 5 150 tonnes de poissons marins et 116 millions d'alevins. Il y a différentes structures d'élevage. On va retrouver des bassins à terre qui va essentiellement concerner les écloseries, et ensuite des cages en mer pour le grossissement des poissons jusqu'à la taille commercialisable et consommable. Au niveau de la commercialisation, on a un profil qui est un peu différent.
où on va avoir la moitié des poissons qui va partir en vente auprès des grossistes ou des revendeurs. Ensuite, on a une part notable d'export, puisque un quart de notre production part à l'export. Et ensuite, on va avoir de la vente directe, que ce soit auprès des GMS, des particuliers, des restaurateurs, des ateliers. Donc, voilà pour le portrait de la pisciculture marine. Et très rapidement, pour la pisciculture d'esturgeon, donc c'est une petite filière, puisque cela concerne 7 entreprises en France, réparties sur 13 sites de production. Ces sites sont situés essentiellement autour de la Gironde et de la Dordogne, mais on peut aussi en trouver dans d'autres régions comme la Sologne. Et donc, c'était une filière qui produit 450 tonnes d'esturgeon pour 45 tonnes de caviar. Et là également, on a une excellence de la performance française, puisqu'on est l'un des principaux pays producteurs avec la Chine et l'Italie. Donc, qui dit production, pour répondre à un besoin qui est celui de la consommation. Et la consommation, je vous le détaillerai après, n'a cessé d'augmenter ces dernières années. Et ça a été permis par des garanties qui ont été apportées aux consommateurs, tant sur les méthodes de production que sur la qualité du produit qu'ils vont être amenés à consommer. Donc, il y a différents dispositifs qui existent aujourd'hui pour apporter ces éléments aux consommateurs. Il y a tout d'abord la charte qualité aquaculture de nos régions, qui est une charte qualité auquel adhère une très grande partie de la production française, puisque 70% de la production de truites destinée à la consommation et 70% de la production des poissons marins adhèrent à cette charte. Et également, donc, la charte qualité va permettre de rassurer le consommateur en garantissant des éléments, par exemple, sur le bien-être, sur l'aliment distribué, ces éléments-là. Au niveau des méthodes de production, il y a également le label agriculture biologique qui existe pour 3 espèces, la truite, le bar et la dorade, donc également qui permet de répondre à un certain besoin de consommation. Donc cela concerne aujourd'hui une trentaine de sites pour environ 3000 tonnes de poissons produites. Il y a également des labels qualité qui existent, comme le label rouge pour le bar, la dorade, le maigre et le turbo. Et à noter également que depuis plusieurs années, la truite est récompensée au concours général agricole. Comme en 2019, on a pu voir... Excusez-moi, je voyais des questions s'afficher en même temps. On a eu 8 médailles décernées en 2019. Donc ces garanties, comme je vous l'ai dit, ont permis d'augmenter la consommation de poissons d'aquaculture, et notamment donc, la truite. Depuis 2012, on constate une baisse de la consommation des produits frais et une stabilité de la consommation des poissons fumés. Et dans ce contexte de marché-là, la truite a réussi à consolider sa performance. On constate ces 3 dernières années une légère baisse au niveau de la consommation de truite fraîche. Pourtant, le chiffre d'affaires associé continue à augmenter. À voir aussi l'impact de la crise sanitaire l'année dernière, si est-ce que ça a pu augmenter la consommation de truite à domicile. Et dans la part de marché des poissons fumés, on constate que la truite fumée gagne chaque année une part au détriment de la consommation de saumon fumé. Et cela peut être aussi amené grâce à la garantie qu'on propose aux consommateurs sur la qualité de nos produits et nos façons de produire. Et ça se constate fortement au niveau de la commercialisation de nos produits, où l'origine française est fortement identifiée, que ce soit au niveau des packaging ou sur les étals, grâce aux dispositifs comme la charte qualité qui existe. Et donc voilà, ça rassure le consommateur, et ça se traduit très clairement au niveau de la consommation. Après, la difficulté au niveau de notre filière, c'est qu'on on se développe très difficilement, on a beaucoup de contraintes que je vous présenterai après. Et la question se pose, c'est que si on n'arrive pas à répondre à cette demande croissante en produits d'aquaculture, d'autres pays européens pourraient être susceptibles de le faire. On peut notamment penser à la Norvège, au Danemark, au Royaume-Uni, à l'Espagne ou à la Turquie. Et donc, c'est un de nos enjeux, c'est de pouvoir répondre à cette demande qui croît d'année en année. Et cette demande également, elle évolue sur le type de produit que les consommateurs attendent. On est de plus en plus vers un produit prêt à consommer, et au niveau
de notre production de truites, ça nous a demandé à repenser nos élevages et nos cycles d'élevage, puisqu'il a fallu se tourner vers des tailles de poissons de plus en plus grandes aujourd'hui pour atteindre la taille de la très grande truite qui permet facilement de faire des pavés et d'avoir des filets suffisamment grands pour faire de la fumaison derrière. Donc ça a demandé aussi de production de repenser leur fonctionnement à long terme, mais aussi aux ateliers de transformation, de développer de nouvelles techniques comme le désarrêtage. Et là encore, sur ces graphiques, on voit clairement cette consommation de truites fumées qui augmente tant en termes de tonnage qu'en termes de chiffre d'affaires. Et également, on atteint de plus en plus de ménages qui souhaitent consommer de la truite fumée, puisqu'on a gagné près de 16% de ménages en plus en seulement 7 ans. Donc, on constate vraiment cette demande auprès de nos produits et c'est aussi à nous de pouvoir y répondre. Au niveau des poissons marins, c'est également des produits très demandés. On peut prendre l'exemple du bar. Et là, c'est très flagrant, c'est que la consommation entre 2006 et 2016 a augmenté d'environ 1 tonne. Par contre, notre production nationale pêche et aquaculture confondue, elle a diminué de plus d'1 tonne. Donc, encore une fois, on va devoir se compenser sur les imports de poissons marins d'autres pays. Et on constate que la part de poissons d'élevage a augmenté, donc ça veut dire que d'autres pays arrivent à produire davantage de poissons d'élevage et répondent à notre propre demande. Et ça se voit assez fortement au niveau de la valorisation de l'origine des poissons, parce que aujourd'hui sur les étals, les bars et les dorades sont peu identifiés d'origine française parce que c'est un marché assez premium, souvent hors domicile, donc au niveau des restaurations, des restaurateurs, excusez-moi. Et il est difficile de mettre en avant l'origine française des poissons d'élevage marin, puisque les GMS ont des difficultés à aborder ce marché qui est fluctuant, et donc il y a parfois des ruptures d'approvisionnement pour les GMS, ça peut être un frein. Donc on constate là qu'il y a vraiment un enjeu pour la pisciculture française, c'est de répondre à nos besoins alimentaires, et l'une des difficultés qu'on a pour y répondre, c'est qu'on a d'autres enjeux en face qui limitent grandement notre développement, ce sont les enjeux environnementaux. Aujourd'hui, pour le développement de l'aquaculture en France, c'est vraiment sur ça qu'on doit travailler et donc améliorer l'intégration environnementale de nos activités. Il y a plusieurs grands enjeux qu'on peut nommer. Tout d'abord, la continuité écologique, notamment pour les piscicultures d'eau douce. Donc, comme je vous l'exprimais en début de présentation, il y a 2/3 des salmonicultures d'eau douce qui sont situées en dérivation d'un cours d'eau. Donc, qui dit dérivation dit ouvrage pour la prise d'eau, ça peut être un seuil, un barrage, et il faut assurer le franchissement de ces ouvrages par les poissons. Et donc, je vous ai mis une petite carte en Bretagne, parce que c'est d'autant plus flagrant en Bretagne qu'on est sur une région où donc il y a une très forte migration de poissons amphihalins, comme des aloses, des anguilles, des lamproies. Et donc, c'est à nous de mettre aux normes nos barrages et nos seuils pour assurer le franchissement de ces espèces. C'est des investissements assez, voire très importants en fonction de la taille des piscicultures. Et aussi à noter qu'il y a un peu plus de 10 ans, les hauteurs de saut des espèces, leur capacité de franchissement a été revue. Et certains ouvrages ont dû être remis aux normes. Et donc voilà, à chaque fois, ça nécessite des investissements lourds, mais c'est nécessaire pour l'intégration de nos activités dans notre environnement et pour assurer le bon état du milieu aquatique. Également, dans la continuité écologique, l'élément et le facteur important, c'est la quantité d'eau qui va être laissée aux poissons pour pouvoir passer le tronçon court-circuité. Donc, le tronçon court-circuité, c'est la portion du cours d'eau où il y aura une partie de l'eau qui aura été soustraite pour alimenter la pisciculture. Donc, on va trouver ici en bleu les flèches bleues, donc ça concerne le débit dérivé, celui qui va donc alimenter la pisciculture. Et en jaune, vous retrouvez le débit réservé. Et donc, le respect quantitatif de la ressource en eau, c'est vraiment un enjeu fort. Tant pour notre environnement que pour nous, le fonctionnement dans nos piscicultures. Dans des moments un peu critiques comme les périodes estivales, l'étiage où la ressource en eau devient faible, il faut pouvoir assurer de laisser assez d'eau pour du coup ce tronçon court-circuité, mais aussi être sûr que nous, on a assez d'eau pour maintenir nos poissons en vie, leur faire passer cette période où on n'est pas tant sur de la production, mais plus du maintien
l'élevage en place, notamment vu qu'on est sur des cycles de plus en plus longs. Il faut qu'on puisse continuer à évoluer dans ces là. Donc, l'une des difficultés aussi, c'est qu'il y a plusieurs notions de débit qui existent. Donc, on a déjà le débit minimal réglementaire tel que prévu par la loi, qui correspond au 10e du module. Le module, c'est le débit moyen sur plusieurs années d'un cours d'eau, et donc il faut tout le temps laisser au moins 10% de ce débit moyen au niveau du débit réservé, donc les flèches jaunes. Il y a également une nouvelle notion qui est celle du débit minimum biologique. Donc là, on ne va pas prendre une moyenne, une proportion sur la moyenne, on va vraiment voir les enjeux de la faune et de la flore existante au niveau du cours d'eau et de combien ont besoin les différentes espèces présentes pour pouvoir vivre et survivre au fil de l'année. Et donc, aujourd'hui, plusieurs instances se dirigent davantage vers le DMB, mais le débit minimum biologique peut être inférieur ou supérieur au débit minimal réglementaire. Et donc, ça nécessite aussi, par exemple, une pisciculture qui avant devait respecter le 10e du module et qui, des années après, finalement, doit respecter un DMB moindre, de repenser le fonctionnement de sa pisciculture avec moins d'eau en été. Donc, c'est là où nos réflexions aujourd'hui, par exemple, avec les systèmes aquacoles recirculés et d'autres outils existants, est importante, c'est de pouvoir travailler toute l'année avec la ressource en eau disponible. Il y a également une notion qui est moins récurrente, qui est la notion du débit d'objectif d'étillage. Donc, on considère que c'est le débit qui permet de satisfaire conjointement les besoins du milieu naturel et de satisfaire tous les usages de l'eau qui est à côté en termes de prélèvement, d'activité humaine, ces choses-là. Et actuellement, on considère que 8 années sur 10 seulement, le débit d'objectif d'étillage est atteint. Donc seulement 8 années sur 10, on aurait suffisamment d'eau tant pour le milieu naturel que pour les activités humaines. Et c'est un débit qui varie en fonction des régions. Certaines régions, ça sera que 5 années sur 10. Donc c'est pareil, ça demande à penser nos projets piscicoles avec cette ressource en eau disponible. Également, il y a la notion du respect qualitatif de la ressource. On la restitue en aval, et donc il faut s'assurer que l'on restitue est adapté aux enjeux du milieu aquatique et permettra donc de conserver le bon état du milieu aquatique. Donc, il y a différents textes qui peuvent s'appliquer. Il y a la loi sur l'eau, la directive cadre sur l'eau, et également l'arrêté ministériel pour les piscicultures ICPE, qui fixe des limites maximales de rejet, en sachant que pour certaines piscicultures, on peut aller encore vers plus de restrictions au niveau de rejet, en fonction de la richesse du cours d'eau, des enjeux qui est sur ces cours d'eau, ou c'est des politiques locales de l'eau. Donc, différents paramètres comme les matières en suspension, l'ammonium, les nitrites, les orthophosphates et la DBO5. En sachant également donc qu'au niveau des piscicultures, vu que l'eau qui arrive, elle n'est pas à zéro sur tout l'ensemble de ces paramètres, on souhaite appliquer un différentiel amont-aval, puisque on peut aussi être dépendant des activités qu'il y a en amont de nos élevages. Et donc voilà, ça, le différentiel amont-aval est prévu dans l'arrêté ministériel de 2008, alors que, par exemple, pour l'application du bon état de la directive 4 sur l'eau, on est sur des valeurs limites, sans application d'un différentiel. Donc, tous ces enjeux sont vraiment des éléments clés pour pouvoir développer notre activité. Sans y répondre, on peut difficilement engager cette démarche du développement. Et il faut aussi intégrer que ces enjeux vont s'accentuer dans les décennies à venir, notamment avec les changements climatiques qui ont déjà nos activités. Par exemple, l'étillage, on a tendance à voir qu'il devient de plus en plus long. Donc là, la période délicate, vous voyez, c'est de juin à septembre. Et pourtant, nous, dès le mois de juin, on peut constater des difficultés et ça se poursuit jusqu'en octobre. Et bien sûr, donc les projections, les scénarios ne sont pas les mêmes en fonction de qui les fait et si on prend des hypothèses dures ou fortes ou basses. Par exemple, si je peux prendre le scénario de Météo France en Bretagne,
il y a une élévation de la température moyenne qui est prévue à 2050 de 1 ou 2 degrés. Par contre, il prévoit une augmentation de la pluviométrie. Donc, on pourrait se dire top, c'est adapté à notre activité. Sauf que sur ce scénario de Météo France, c'est que les périodes de pluie vont s'accentuer en période hivernale, donc dans les périodes prolifiques où déjà tout va bien. Par contre, les périodes de sécheresse en étiage pourraient être plus fortes et durer plus longtemps. Donc, c'est aussi à nous, là, dans nos projets piscicoles, d'imaginer à long terme comment est-ce qu'on va évoluer avec la ressource en eau et de s'adapter à ces éléments-là. Également à noter que les enjeux environnementaux, c'est une cible mouvante pour nos piscicultures parce que la réglementation évolue. On peut répondre conformément à la réglementation à un instant T, et 5-6 ans après, il y a une nouvelle réglementation auquel là, on ne répond pas, et à chaque fois, ça demande à mener une nouvelle réflexion sur nos élevages pour voir comment atteindre ces nouvelles réglementations. Et donc, c'est une des difficultés. Mais pour y répondre, aujourd'hui, il y a plusieurs outils qui existent, des outils techniques et technologiques, dont on peut en nommer plusieurs. D'ailleurs, la Bretagne a été précurseur sur un certain nombre d'entre eux. Donc, tout d'abord, pour répondre à ces enjeux, on peut noter, par exemple, le renforcement des méthodes de filtration pour l'eau qui va être restituée au cours d'eau. Donc, comme vous le voyez sur la photo à droite, on a mis en place différents dispositifs qui peuvent être complémentaires ou juste l'un ou juste l'autre. Donc, il y a des bassins de décantation, il y a des tampours à filtre rotatif. On a également des biofiltrations qui peuvent être mises en place sur certaines piscicultures. Globalement, on a vu également une amélioration de l'aliment par les fabricants d'aliments, donc en termes de composition, digestabilité, et vraiment, ces dernières années, ça serait très largement vu sur les rejets des piscicultures au niveau de cette innovation-là, et du bon impact que ça a eu pour notre environnement. Également, au niveau de la gestion quantitative de l'eau, aujourd'hui, on se dirige de plus en plus vers une réutilisation de l'eau dans les élevages, notamment en période d'étiage, afin de pouvoir se conformer à la réglementation sur les débits réservés. Et donc, on a des recirculations en queue de bassin vers les têtes de bassin. Et également, on peut avoir des outils comme le pompage ou le renvoi au barrage, qui permet de dériver davantage l'eau, mais en restituant l'entièreté de l'eau dès le point de prélèvement, excusez-moi, pas le point de prélèvement, je veux dire point de prélèvement, je ne trouve plus mon mot. Donc, dès les seuils et les barrages, on pourra renvoyer l'eau. Et donc, comme ça, il n'y a plus de tronçons court-circuités. La totalité de l'eau est restituée dans le cours d'eau. Et également, ce qui est l'objet de nos matinées techniques, et l'un des outils techniques et technologiques qui va nous permettre de se développer et de répondre à ces enjeux, on l'espère, donc, sont les circuits aquacoles recirculés et purifiés. Il est à noter également, et c'est important, qu'il n'y a pas de solution clé pour les piscicultures. Chaque pisciculture a une disposition propre et sur un cours d'eau différent, a un fonctionnement spécifique. Et aujourd'hui, on n'a pas de solution clé en main pour dire, pour répondre à tous les enjeux environnementaux, tu vas mettre un filtre, tu vas mettre de la biofiltration. Enfin, voilà, à chaque fois, il y a une disposition qui est particulière, qui nécessite de mener une réflexion individuelle à chaque élevage. Pourtant, il y a quelque chose qui s'applique communément à toutes les piscicultures, c'est la réglementation. Et aujourd'hui, pour pouvoir se développer, l'un des enjeux, c'est d'adapter la réglementation à notre développement, et tout en respectant les enjeux environnementaux qu'on a vus précédemment, et vraiment assurer notre intégration environnementale. Donc, pour essayer d'amener la réglementation vers une ouverture à notre développement, il va falloir nécessairement passer par un dialogue avec l'administration. Et c'est une opération qui est menée au niveau national, mais également au niveau local. Et il y a eu différents outils qui ont été mis en place, et notamment au niveau national, il y a eu 4 leviers stratégiques qui ont été développés. Il y a eu la commission durabilité, la stratégie sanitaire, le plan de croissance au travers du plan stratégique national pluriannuel pour le développement de l'aquaculture, qui a souhaité mettre des objectifs en termes d'augmentation de tonnage et d'augmentation des sites aquacoles en France.
Aujourd'hui, en 2020, c'était la dernière année de ce plan et malheureusement, on a vu qu'on était dans les objectifs avec des hypothèses très basses. Donc, on voit encore qu'il y a un travail à mener pour vraiment enclencher le développement de notre filière. Et l'un des derniers leviers, et non des moindres, c'est le plan de progrès qui a vraiment pour objectif d'associer développement de la pisciculture avec le respect et des notions de développement durable de notre filière. Donc le plan de progrès, c'est un protocole qui a été signé par 3 ministères, celui de l'environnement, celui de l'agriculture et celui des pêches, vraiment dans cet objectif donc de prononcer qu'on avait une nécessité de développement de notre pisciculture, mais qu'elle devait nécessairement être faite dans le respect de notre environnement. Donc, ça a été envoyé aux différents préfets de région, à l'ONEMA qui est aujourd'hui l'OFB, aux agences de l'eau et puis aux administrations locales comme les DDPP, DDTM, DREAL. Donc, ça a débuté en mars 2015 et différents outils se sont mis pour adapter et co-construire le développement de la pisciculture avec la réglementation. Par exemple, en 2017, il y a une fiche méthodologique qui a été mise en place afin d'expliquer aux services administratifs comment on pouvait articuler donc notre arrêté de 2008, qui est vraiment l'arrêté cadre pour la pisciculture, et la notion de bon état écologique des eaux, des masses d'eau. Et il y avait une volonté aussi derrière de simplifier les démarches pour les pisciculteurs dans leurs projets piscicoles, dans leur développement auprès des administrations et qu'il y ait une meilleure compréhension de comment appliquer justement ces notions de bon état. Et donc ça a donné lieu à la production de la fiche flux qui a permis donc de modéliser les rejets des piscicultures, de démontrer qu'on pouvait atteindre les résultats, enfin les objectifs de la direction cadre sur l'eau en fonction des différents projets, voir comment mesurer nos impacts. Donc voilà, on voit vraiment que la partie réglementation, c'est un des leviers sur lesquels on doit travailler si on veut atteindre nos objectifs de développement. Et du coup, maintenant, je vais laisser la parole à Aurélien Tocqueville pour voir comment la réglementation s'applique spécifiquement sur les circuits aquacoles recirculés et purifiés. J'espère, je ne sais pas si j'étais trop rapide ou pas. Non, Clément, c'est parfait. On a toujours un peu d'avance et en effet, si Aurélien est prêt et disponible, on peut démarrer sur sa présentation. Clémence, là, je crois que certaines questions ont déjà été répondues. Pour les spectateurs, si vous avez des questions à présenter à Clémence, vous pouvez soit lui poser dans questions-réponses directement pour elle, soit au niveau de la discussion et elle pourra également y répondre si tu es disponible le reste de la matinée. Voilà. Oui. J'en profite pour faire une petite pub. Le syndicat de la truite d'élevage de Bretagne a lancé un site internet qui s'appelle aquaculteur avec un s-de Bretagne, enfin -2-bretagne.fr. Et donc, sur ce site-là, on a vraiment souhaité présenter notre profession, nos piscicultures, les différentes formations. Et on espère aussi que ça sera un lien avec vous, les apprenants, si jamais vous cherchez des stages, des informations. Voilà, n'hésitez pas à le consulter. Il n'est pas encore vraiment référencé sur Google, mais je mettrai le lien dans le... Voilà, si tu peux mettre le lien dans la partie discussion, comme ça, tout le monde y aura accès et je pourrai le garder pour la suite. Et j'ai déjà des apprenants qui m'ont demandé le lien rédigé. Ça marche. Très bien, merci.